technologiques, géopolitiques, l'espionnage industriel. On reviendra aussi, si on peut, si on a le temps, sur la place de Hong Kong dans cet équilibre-là, il y a notamment des enjeux financiers très forts. Et on finira, si on a le temps, sur les nouvelles routes de la soie et ce qu'on appelle la dette diplomacy, donc la diplomatie de la dette. Voilà, donc Antoine, un plaisir de vous avoir. On peut commencer par comme vous voulez, un propos liminaire et une intro, et puis ensuite on continuera sur les questions et les sujets qu'on a abordés dans un ordre indéterminé. Parfait, merci beaucoup Bruno. C'est un vrai plaisir de pouvoir échanger avec vous tous aujourd'hui et d'être invité par Osons le Progrès. Vous avez voulu faire un cycle sur la Chine et je suis vraiment ravi de commencer à parler de la Chine, plutôt la Chine sur la scène internationale et sur les grands enjeux stratégiques. Il y a deux informations ces derniers jours dans la presse qui sont relativement importantes. La première, c'est la médiatisation de ce qui se passe au Xinjiang. Ça fait des années en réalité que les grands médias français, alors Libération dans sa une d'hier, mais que ce soit Le Monde, Le Figaro ou les autres, en parlent. Mais là, on a de fait eu un phénomène médiatique qui fait que dans l'opinion publique, et notamment aux yeux du grand public, cette information a suscité l'émotion et a suscité l'intérêt. Tel point que vous avez eu hier, pour l'une des premières fois, une QAG à l'Assemblée nationale pour le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, sur cette question du Xinjiang, et la réponse du ministre a été extrêmement claire, extrêmement explicite et extrêmement forte sur cette question. Pourquoi est-ce que je parle de cela, et c'est un sujet parmi d'autres, entre guillemets, malheureusement, c'est que la question de la Chine devient en France une question de plus en plus importante, avec une couverture médiatique de plus en plus importante, un intérêt du grand public qu'on sent déjà, que ce soit de façon purement pratique à travers les audiences des émissions consacrées à la Chine, à travers la multiplication des reportages ou des documentaires sur le sujet, ou la multiplication aussi des articles dans la presse, et notamment la presse écrite. Donc il y a un intérêt médiatique, un intérêt du grand public sur la question, mais pas forcément encore un véritable débat politique sur la question chinoise. La question du débat politique, elle est fondamentale, non pas parce qu'il faudrait avoir une politique anti-chinoise, c'est pas du tout la question, mais qu'aujourd'hui, sur tous les grands sujets internationaux, du changement climatique aux nouvelles technologies, de la réforme de l'ONU ou à la diversification de nos chaînes d'approvisionnement, la Chine est un acteur majeur. On ne peut pas aujourd'hui lutter contre le changement climatique sans inclure la Chine, qui représente à elle seule 30% des émissions. On ne peut pas parler de l'avenir de l'innovation en Europe ou de la souveraineté numérique en Europe sans parler de la Chine. Or, la Chine, jusqu'à présent, même si elle est évidemment traitée par le pouvoir politique, dans le sens que les administrations, ne l'est pas encore par la classe politique. C'est quelque chose que l'on voit changer très rapidement en Allemagne, en Grande-Bretagne, j'en parlerai après aux États-Unis, mais en France, on n'en est pas encore là. Et on voit seulement ces derniers jours, ces dernières semaines, un début de changement, mais très clairement dans les mois qui viennent, la Chine sera de plus en plus l'objet de discussions politiques, et les partis politiques, et plus largement, les acteurs politiques seront amenés à se positionner, mais aussi à s'intéresser à cette question. On vient d'arriver sur une deuxième information des derniers jours, qui est peut-être anecdotique, mais c'est l'image qui a été révélée il y a quelques heures du consulat chinois à Houston, au Texas, pour lequel les agents du consulat sont en train de brûler des documents. Pour une raison simple, le gouvernement américain a demandé, avec 72 heures de préavis, la fermeture du consulat chinois à Houston. C'est quelque chose de sans précédent, puisque jamais un consulat chinois n'avait été fermé aux États-Unis. Ça rappelle d'ailleurs la fermeture du consulat de Seattle russe il y a quelques années. On n'a pas encore d'informations précises sur la raison de cette demande américaine, mais ça illustre quelque chose de bien plus large, qui va bien au-delà simplement de la fermeture du consulat, qui est la détérioration des relations entre Washington et Pékin, et qui est l'évolution fondamentale aux États-Unis du discours sur la Chine. Barack Obama, à partir de 2008, a, on va dire, fait de la Chine une des priorités de sa politique étrangère et de sécurité. Cela est passé relativement inaperçu les premières années, puis il y a eu ce qu'on a qualifié de pivot vers l'Asie, que les Américains appelaient plutôt un rééquilibrage
vers l'Asie, et c'est véritablement dans l'élection de 2016, même si la plupart des observateurs ont insisté sur la question politique intérieure aux États-Unis, et c'est bien normal. La question de la Chine était déjà en 2016 au cœur de l'élection présidentielle, notamment dans les attaques de Donald Trump vis-à-vis d'Hillary Clinton, notamment sur les questions commerciales. Et donc la Chine est depuis le début de l'administration Trump, en janvier 2017, un sujet extrêmement important qui se limitait en quelque sorte les 2 premières années aux questions de fameuses guerres commerciales, mais qui depuis désormais s'est considérablement diversifié, s'appuyant sur l'évolution de la doctrine américaine, notamment en termes de sécurité nationale et autres, sur des propos extrêmement durs, tenus dès 2018 par le vice-président Mike Pence, un fameux discours en octobre au Hudson Institute, et désormais une politique beaucoup plus confrontationnelle. Il y avait la semaine dernière à Paris le conseiller national à la sécurité américain, O'Brien, son assistant, enfin le vice-conseiller Matt Pottinger était aussi là, c'est un spécialiste de la Chine, il s'occupait avant au Conseil de sécurité nationale de l'Asie, il est désormais numéro 2. Son message aux Européens, puisqu'il venait à Paris pour voir les Européens, ne portait que sur la Chine et sur le fait que notamment les Européens et les Américains devaient prendre conscience des défis posés par la Chine, mais aussi accroître leur coopération. Et donc la question chinoise est aux États-Unis aujourd'hui, on y reviendra sûrement après, quelque chose d'extrêmement important. Dans ce contexte, il y a énormément de thèmes qui sont, entre guillemets, chauds ces derniers mois. Il y a évidemment la question de la pandémie de la Covid-19. Je ne reviendrai pas forcément dans les détails, on en reparlera peut-être plus tard. Ce qui est très important, c'est que la pandémie de la Covid-19 et notamment la réaction de la Chine et les conséquences pour les relations entre la Chine et notamment les pays européens, c'est pas quelque chose qui est sans précédent ou qui était inattendu, pour être très clair. La pandémie de la Covid-19 est avant tout un révélateur pour certains, mais surtout un catalyseur de tendances qui existaient déjà. Que ce soit sur la communication de la Chine, que ce soit sur la prise de conscience de la nécessité de diversifier nos chaînes d'approvisionnement, que ce soit sur la prise de conscience des activités de désinformation, parfois, des ambassades chinoises à l'étranger, etc. Pour vous donner juste un exemple, l'utilisation massive de Twitter par les diplomates chinois. Aujourd'hui, moi, j'ai recensé à peu près 200 comptes qui sont associés aux affaires étrangères chinoises, alors que ce soit des ambassadeurs ou des ambassades, des consuls ou des consulats, mais aussi quelques diplomates. Il y en a à peu près un peu moins de 200, on est pas loin de 185. Sur ces 185, plus de 70% ont été créés il y a moins d'un an. Et grosso modo, c'est second semestre 2019, premier semestre 2020. Pour une raison simple. Premièrement, en réaction à ce qui s'était passé à Hong Kong l'été dernier, la volonté de la Chine d'imposer ses éléments de langage, et puis également la pandémie de la Covid-19. Mais l'utilisation de Twitter, par exemple, est plus ancienne. Ça me permet de préciser, on parlera peut-être plus tard, cette question du soft power chinois et plus largement de la capacité d'influence de la Chine à l'étranger, elle est fondamentale pour les autorités de Pékin depuis plusieurs années. Alors, je ne parlerai pas là de l'influence politique en tant que telle, on y reviendra peut-être, mais sur la question de la communication et sur la question de l'image de la Chine à l'étranger, les autorités chinoises ont parfaitement conscience qu'il y a un déficit d'image de la Chine à l'étranger et que la Chine n'arrive pas à imposer ses éléments de langage. Xi Jinping, dès 2013, donc dès son arrivée au pouvoir, il arrive fin 2012 au poste de secrétaire général, puis en mars 2013 au poste de président de la République populaire de Chine. Bien comprendre que voilà, le poste important, c'est le secrétariat général. Dès le mois d'août, août 2014, il fait un discours majeur sur la propagande à l'étranger. Et il appelle, je cite, à mieux raconter l'histoire de la Chine et mieux faire entendre la voix de la Chine. Ces expressions, elles sont fondamentales puisqu'elles sont très régulièrement reprises par les diplomates ou les médias chinois de façon qui nous semble anodine, mais qui font directement référence à ce discours. Dans ce discours, il explique tout simplement que la Chine doit, à travers des moyens de communication modernes, que ce soit à travers ses médias, être capable d'influencer les débats publics internationaux, mais surtout d'imposer ces éléments de langage. On l'a vu sur la Covid, on le voit sur le Xinjiang, on le voit sur la 5G, on le voit sur Hong Kong. L'objectif de la Chine,
des autorités chinoises, c'est de discréditer toute voix qui serait critique des autorités chinoises, d'imposer leurs éléments de langage, y compris par parfois de la désinformation. On l'a vu en France, ça a valu notamment la convocation, qui était une première pour ce type de propos, d'un ambassadeur chinois en France. Et donc, l'image de la Chine à l'étranger, notamment en Europe, est en train de se détériorer. C'était le cas avant la crise de la Covid-19. Cela s'est accéléré avec la crise, puisque la dernière enquête de l'ECFR, le Conseil européen des relations étrangères, dans son enquête sur 7 pays européens, indique qu'en France, 65% des Français interviewés ont une image qui s'est détériorée de la Chine. Que la Chine, malgré ses efforts et sa communication, n'est pas considérée comme un partenaire majeur dans la lutte contre la pandémie. La Chine arrive même derrière l'OMS et derrière l'Union européenne, qui sont pourtant deux institutions tant décriées et tant critiquées en France, en tout cas par une partie publique. Et donc on voit que cette offensive de communication a non seulement été contre-productive, mais qu'à terme, elle provoque, peut-être en France, mais c'est sûr, en Allemagne, en Grande-Bretagne, on pourra en reparler plus tard, mais en Suède, en République tchèque, un réveil vis-à-vis des défis posés par la Chine. Avec une situation qui est paradoxale, qui est que la Chine est un acteur et un partenaire pour la France qui est incontournable sur de nombreux sujets. Et la question n'est pas de savoir si on est dans une énième guerre froide où il faudrait stopper nos relations avec la Chine, ne plus du tout avoir de relations avec. Évidemment que les relations se poursuivront et qu'il faut avoir des relations et surtout un dialogue avec la Chine. Mais ce qui est clair, c'est qu'il faut repenser la vulnérabilité que nous pouvons avoir dans certains domaines de la Chine. C'est le cas dans le secteur notamment médical, on l'a vu à travers les masques, à travers certains principes actifs, à travers certains équipements de protection au sens large. On le voit dans d'autres sujets, d'où l'intérêt notamment du plan de relance européen, de savoir s'il permettra sur certains secteurs considérés comme stratégiques de réduire notre dépendance et donc de réduire le risque de notre dépendance vis-à-vis de la Chine, et de savoir si cette prise de conscience se traduira plus largement par d'autres politiques publiques vis-à-vis de la Chine. Ça, c'est évidemment la crainte principale aujourd'hui à Pékin, qui a sous-estimé, et on y reviendra encore si cela vous intéresse, pendant des années le fait que les Européens pouvaient changer leur politique. Si vous voulez, une expression qui était courante à Pékin, c'était de considérer les Européens, mais aussi par exemple les Hongkongais, c'est assez amusant, comme entre guillemets des cochons. Alors cochon, qu'est-ce que ça veut dire? Non pas du tout dans l'acceptation française, mais dans l'acceptation chinoise, qui est en fait de considérer des gens comme intéressés uniquement par l'argent. L'idée étant que par exemple les jeunes Hongkongais, les questions de liberté, de défense de leurs droits, c'était secondaire par rapport à leur bien-être économique, le fait de trouver un appartement, etc. De la même façon en Europe que les investissements chinois, qu'il faut quand même relativiser, parce qu'ils ne sont plus si nombreux que ça par rapport à d'autres pays, et que la dépendance économique de certains pays se traduirait forcément par une influence politique. Et là, les autorités chinoises ont fait plusieurs erreurs d'analyse, et c'est pas faute d'en parler avec eux depuis des années, notamment les diplomates, mais aussi les chercheurs qui conseillent le parti et autres. Ils ont sous-estimé la capacité des Européens à évoluer sur cette question. Ils ont sous-estimé l'importance du lien transatlantique, et ce, malgré les tensions qu'il peut avoir avec l'administration Trump et avec la personne même du président, et ça c'est une évidence. Mais les administrations continuent de travailler de façon relativement étroite, et ils ont sous-estimé cette capacité de l'Europe à évoluer sur la Chine. On le voit, les instances européennes évoluent parce qu'il y a un nouveau consensus au sein des États membres, que ça reste compliqué forcément. On le voit sur Hong Kong, ça prend du temps, la question de la remise en cause du traité d'extradition et autres. Ça prend du temps, mais il y a une prise de conscience. Cette prise de conscience, elle est importante. Elle inquiète la Chine, pour une raison simple, et je finirai là-dessus. C'est qu'il y a évidemment un ralentissement économique qui est structurel, mais qui a évidemment été considérablement accéléré par la pandémie, avec au premier trimestre une contraction du PIB de 6,8%, ce qui est sans précédent depuis que la Chine publie des statistiques modernes, avec une reprise au second trimestre de 3,2%, mais dans tous les cas une croissance qui est considérablement ralentie et freinée, et surtout des
conséquences socio-économiques qui seront très importantes, et notamment des conséquences sociales. Il faut bien comprendre que les usines qui ferment dans les régions très industrielles emploient des travailleurs migrants, qui sont eux-mêmes des travailleurs qui sont peu couverts par l'assurance chômage qui est naissante en Chine, et donc des conséquences pour notamment dans les territoires chinois les moins développés, les campagnes, sur des familles qui sont déjà plus vulnérables que les classes moyennes, des conséquences de la crise économique qui seront potentiellement très importantes. Le risque en Chine de désordres sociaux causés par ce ralentissement économique, et ça c'est évidemment la hantise du Parti communiste chinois. Et donc en réaction, la volonté des autorités d'alimenter le nationalisme, tout en essayant d'éviter que le nationalisme devienne hors de contrôle. On l'a vu par exemple, si ça vous intéresse, on en reparlera, sur ce qui s'est passé récemment avec l'Inde. Et donc une situation chinoise où politiquement, le parti qui reste la structure organisationnelle du régime, qui a, depuis l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping fin 2012, subi entre guillemets un double process, un premier process de concentration du pouvoir de la société vers le parti. Par exemple, vous avez désormais des antennes du parti dans toutes les entreprises privées, y compris les entreprises étrangères. Et puis une concentration du pouvoir au sein du parti, au niveau du leadership, et notamment autour de Xi Jinping. Et donc une double concentration du pouvoir qui est sans précédent depuis les années 80 et qui remet en cause les réformes même de Deng Xiaoping, qui, loin d'être un ange et loin d'avoir été, entre guillemets, un dirigeant modèle sur le plan purement politique et de gestion des affaires intérieures chinoises, et notamment des droits de l'homme et autres, avait au moins eu le mérite, suite au traumatisme qu'avaient été les années Mao, de disperser volontairement le pouvoir au sein du parti et d'éviter une trop grande concentration. Tout cela est remis en cause par Xi Jinping. Il pose une question notamment, et je reprends ce que Bruno demandait sur l'avenir du parti, sur le fait que la cohésion du parti est la priorité des priorités pour le gouvernement chinois. Cela a été rappelé dans un discours de Xi Jinping notamment extrêmement intéressant, début 2018, après le dernier congrès et donc l'élection du nouveau comité central du parti. Et ce discours est extrêmement marquant, il a été extrêmement peu utilisé à l'étranger, où Xi Jinping revient en fait sur l'histoire de la Chine, l'histoire longue de la Chine, l'effondrement des différentes dynasties. Il explique que les dynasties se sont effondrées avant tout pour des raisons internes, et il a raison quand on fait l'analyse, c'est évidemment avant tout des questions internes, et je pourrais vous donner quelques chiffres si cela vous intéresse. Et il affirme ensuite que, en donnant un exemple très précis, il explique que le Parti communiste de l'Union soviétique a pris le pouvoir quand il avait 200 000 membres, qu'il a défait Hitler quand il avait 2 millions de membres, mais qu'il s'est effondré quand il y avait 20 millions de membres. Et donc la conclusion de Xi Jinping est de dire que la cohésion du parti et le fait que le parti doit tout contrôler, et surtout en interne, mais aussi dans la société, éviter la moindre contestation, est la ligne de fabrique du parti aujourd'hui, et surtout de Xi Jinping, cette question de cohésion du parti ou autre. Et se pose la question évidemment de ce qu'il se passera en 2022. Alors il y a évidemment l'élection présidentielle américaine, vous le disiez, à la fin de cette année, mais en 2022 il y aura le prochain congrès du Parti communiste. Et la grande question qui se pose, c'est quel est l'avenir du parti? Est-ce que Xi Jinping restera en tant que secrétaire général et allant donc à l'encontre des règles internes au parti? La règle étant, en chinois on a une expression qui dit Qishang Pashia, qui veut dire quand vous avez 67 ans, vous pouvez encore être promu. À 68 ans, vous devez prendre votre retraite. Donc vous pouvez devenir secrétaire général à 67 ans et donc faire un mandat qui va se terminer après que vous ayez 68 ans. Mais du moment où vous avez 68 ans, vous ne pouvez plus être nommé. Xi Jinping aura plus de 68 ans au prochain congrès. Et la vraie question qui se pose aujourd'hui en termes de politique intérieure sera de savoir si malgré cela, malgré la réforme qui porte pour l'instant sur la présidence de la République et non sur le secrétariat général, Xi Jinping sera en mesure d'être suffisamment puissant pour rester encore au pouvoir, au moins 5 années de plus, ce qui serait sans précédent de fait depuis au moins les années 70. Voilà, je m'arrête là, il y a beaucoup de questions à aborder, mais je préfère peut-être répondre à des questions plus précises si vous en avez. Super. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Sinon, moi, j'ai quelques points sur lesquels je souhaiterais revenir, qui sont un petit peu des idées reçues qui sont, je pense,
à clarifier, alors notamment au niveau de la doctrine chinoise aux États-Unis. Moi, mes informations, en tout cas mes sources, me montrent que avec ou sans Trump, il y a une doctrine chinoise ou anti-chinoise, hein, pour le dire clairement, qui est presque aussi forte, si ce n'est plus forte, avec Joe Biden et les démocrates. Et donc, parce qu'il y a des sujets un petit peu de discussion, je ne dirais pas de comptoir, mais qui sembleraient dire que la situation s'arrangerait avec les démocrates dans la relation avec la Chine. Apparemment, ce n'est pas le cas. Qu'est-ce que vous en pensez? Il faut vraiment revenir à l'élection de 2016. En 2016, les autorités chinoises avaient une crainte, c'était l'élection d'Hillary Clinton. Face à Hillary Clinton était à l'époque la pire des candidates pour la Chine, car elle avait été secrétaire d'État, qu'elle s'était illustrée, non pas par son opposition à la Chine, mais au fait de prendre conscience des défis posés par la Chine et de mettre en œuvre une politique quasiment systémique sur la Chine, notamment en coordination avec le département de la Défense, et que les démocrates, historiquement, s'intéressent à la Chine sur une palette plus large que les républicains, notamment à la question des droits de l'homme. Donald Trump est arrivé au pouvoir en s'intéressant beaucoup aux questions économiques, évidemment, questions commerciales, mais initialement en s'intéressant assez peu aux autres questions. Tout cela a changé rapidement, même si c'était peut-être sous le radar, parce que ce n'était pas dans les discours de Donald Trump, avec la nouvelle stratégie de sécurité nationale de 2017, le discours de Mike Pence, etc. Et à partir de ce moment-là, les Américains ont mis en œuvre une politique beaucoup plus systématique sur la Chine. On dit beaucoup que Trump ne s'intéresse pas aux droits de l'homme, et je pense qu'il l'a prouvé par ses déclarations, mais ce n'était pas forcément le cas de son administration. Si on prend le cas du Xinjiang, par exemple, le seul pays aujourd'hui à avoir pris des sanctions, et des sanctions pas contre la Chine, je veux dire des sanctions vis-à-vis de la Chine, mais extrêmement ciblées, c'est-à-dire mettre 4 dirigeants du parti en charge de la répression au Xinjiang sur une liste noire, c'est-à-dire interdire les exportations d'entreprises chinoises ou étrangères qui utilisent vers les États-Unis, qui utiliseraient de la main-d'œuvre forcée des camps d'internement au Xinjiang, etc. Les États-Unis sont pour l'instant les seuls à avoir pris des mesures. Ce qui est clair aujourd'hui, c'est qu'il y a un consensus bipartisan, démocrate-républicain, sur le fait que la Chine est un problème qui n'a pas suffisamment été adressé, et sur le fait qu'il faut une politique beaucoup plus dure. Les démocrates étant, encore une fois, comme je disais, encore plus systématiques sur la question des droits de l'homme et autres que les républicains, en tout cas que Donald Trump. Les démocrates ayant aussi l'avantage d'être dans une logique plus de coopération avec leurs partenaires et leurs alliés, et donc une crainte pour la Chine que si Biden est élu, la situation sera encore plus compliquée, tout en sachant que l'élection américaine ne se fera pas, entre guillemets, sur la Chine, mais que la Chine sera le grand sujet de politique étrangère. Ce ne sera pas la Russie, ce ne sera pas l'Iran, ce ne sera pas l'Europe, ce sera la Chine. Et on a déjà vu, Trump attaque dès à présent Biden sur la Chine en le qualifiant de mou. Biden a fait un discours il y a quelques jours, notamment en parlant de la Chine et de la désinformation chinoise et de l'influence de la Chine dans les élections américaines. Et pour connaître certains membres de la campagne de Biden qui étaient auparavant auprès d'Obama, que ce soit Susan Rice, Samantha Power, et d'autres, dont certains sont basés en Europe en ce moment, et vont rentrer à Washington dans les semaines qui viennent, la question chinoise sera une question au cœur de l'élection présidentielle, que les deux camps travaillent sur cette question de façon extrêmement forte, et que l'administration Trump va continuer à prendre des mesures très fortes sur la Chine jusqu'à l'élection présidentielle. Et donc ça va aussi forcer les Européens à se poser des questions. Non pas l'éternel débat, est-ce qu'on va s'aligner sur les États-Unis, autre. Évidemment que les Américains l'aimeraient, mais ce n'est pas dans notre intérêt. Et la question est, ne pas s'aligner sur les États-Unis sur l'ensemble des sujets, ça ne veut pas dire rester neutre et rester indifférent à ce qui se passe. Or, la Chine a, pendant peut-être trop longtemps, pensé que l'Europe pouvait être, entre guillemets, neutralisée, c'est-à-dire rendue neutre. L'Europe était, moi j'emploie souvent cette expression, parce que c'est quelque chose qu'on dit quand on est à Pékin et qu'on discute, que l'Europe est considérée comme le ventre mou de l'Occident. Le ventre mou qui, bon, premièrement, a des problèmes institutionnels, c'est très difficile de se coordonner, on le sait, mais c'est un dossier.
mais que certains pays, sur des questions de droits de l'homme et autres, ne sont pas très allants, et on le voit en ce moment, hein, d'ailleurs. Je pense que ça, c'est en train de changer, encore une fois. Que l'idée n'est pas est-ce que l'Europe va s'aligner sur les États-Unis contre la Chine, mais ce qui est clair, c'est que l'Europe va faire évoluer sa politique. Et juste pour conclure sur les États-Unis, j'ai eu la chance de rencontrer justement Pottinger la semaine dernière quand il était de passage à Paris. Il y a un terme qu'il utilise qui est extrêmement intéressant. Il dit voilà, les Américains ont fermé les yeux trop longtemps. On a été sûrement naïfs, et lui il le dit. Hein, voilà, moi il y a 15-20 ans, on a été naïfs de penser que, pas forcément sur le plan politique, parce que la fable de dire on pensait que la Chine allait se démocratiser, si on reprend les discours des années 90 et de la fin début des années 2000, personne ne disait ça. On pensait à une libéralisation de la société, pas du système politique. Par contre, on pensait à une réforme véritable du système économique chinois. Or, cette réforme n'est pas arrivée, qu'on note une concentration au sein des grandes entreprises d'État, une reprise en main sur le plan économique par les entreprises d'État, et ce qui va à l'encontre de ce qui avait été fait il y a quelques années en Chine. Et Matt Pottinger a une expression extrêmement intéressante et qui apparaîtra dans les discours, et j'imagine dans les semaines qui viennent, qui est de ruthless reciprocity. Il faut une réciprocité, mais coûte que coûte, vis-à-vis de la Chine. Désormais, ça suffit d'attendre, d'écouter les promesses de la Chine et d'attendre des réformes et autres qui ne viennent jamais. Il faut désormais imposer la réciprocité. C'est un thème extrêmement courant dans les échanges entre l'Europe et la Chine, entre la France et la Chine. Le président lui-même en parle souvent, Bruno Le Maire en parlait. Les lignes aériennes notamment. Exactement. Alors c'est un exemple parmi d'autres. Et donc là, les Américains, je pense, vont de plus en plus dire maintenant ça suffit. Cette réciprocité qu'on demande depuis des années ne vient pas. Il faut que ça cesse. Et ça, je pense que dans les semaines qui viennent, ce sera un thème. Et là, les Européens peuvent s'y reconnaître en demandant eux également la réciprocité vis-à-vis de leurs intérêts et de leurs relations avec la Chine. Ouais, notamment, je pense que cette exigence de réciprocité, en fait, elle va être boostée notamment par l'Inde sur la partie techno et sur les réseaux sociaux, puisqu'elle a le gouvernement indien a demandé aux différentes plateformes, notamment Google Play et iTunes, d'interdire au téléchargement 49 outils de messagerie en ligne chinois, dont TikTok. Et je pense que ce, entre guillemets, courage inspire beaucoup les États-Unis. Alors pour la France et l'Europe, il n'y a pas beaucoup de réciprocité parce qu'on n'a pas d'équivalent en Europe, donc la réciprocité se fera sur d'autres sujets. Mais en tout cas, c'est un. Je pense que l'Inde va jouer un rôle assez prépondérant, à mon avis, dans les prochaines années, peut-être avec l'Australie et le Canada, mais on en reparlera. Alors, il y a des questions qui viennent. J'avais juste une dernière question, juste pour terminer sur cet aspect politique et US. J'ai lu un article disant que les Chinois préféreraient, c'est au conditionnel, que Trump soit réélu. Alors, on n'a pas besoin d'en parler trop puisqu'on a déjà un peu couvert, mais est-ce qu'ils auraient, entre guillemets, une préférence dans un aspect ou un autre, et puis on va passer à la suite. Je pense qu'on attendra le programme précis des uns et des autres, dans le cas de Biden et Trump. Ce qui est clair et ce que les Chinois ont toujours considéré, c'est que l'énorme avantage vis-à-vis de Trump, c'est que son unilatéralisme et son populisme étaient leurs meilleurs moyens d'affaiblir le lien transatlantique et d'éviter justement une coordination trop grande entre Washington et l'Europe. Alors comme je vous le disais, en termes administratifs et de gouvernement à gouvernement, les relations ne sont pas si mauvaises, pour être très clair, entre les États-Unis et les différents pays européens, mais que évidemment, en termes de communication et au plus haut niveau, le comportement de Trump est un frein pour cela. Et un candidat tel que Biden permettra évidemment non seulement de redorer l'image des États-Unis, mais aussi de faciliter cette coopération avec les États-Unis. Donc, dans ce sens, Trump est un meilleur candidat pour la Chine. Mais rien ne garantit, Trump étant opportuniste, que Trump continue de se radicaliser bien plus fort dans les semaines et les mois qui viennent s'il considère qu'il peut marquer des points et affaiblir Biden. Et ça, c'est quelque chose de très différent par rapport à 2016,
où Hillary était déjà dure. Alors elle était critiquée, parfois injustement d'ailleurs, pour la politique commerciale des États-Unis, alors qu'elle n'est pas du tout responsable. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire que Trump pourrait continuer à être de plus en plus dur sur la Chine s'il considère que politiquement, ça a un intérêt. Or, avec la pandémie aux États-Unis, avec les problèmes aux États-Unis et autres, avec le fait que l'Iran ne porte plus, que la Russie ne porte plus, que la Corée du Nord ne porte plus, la question de la Chine, elle porte, parce qu'elle porte en lien avec la pandémie, elle porte en lien avec les questions économiques, les questions technologiques, les questions des droits de l'homme, même si Trump, encore une fois, n'en a jamais fait une de ses priorités, et ce qui fait qu'une poursuite de la radicalisation de Trump sur la question est pas du tout impossible. Okay. Alors, on a une question un de nos membres sur les transferts de technologie. On revient un petit peu sur les histoires de réciprocité, l'espionnage industriel. Est-ce que c'est une relation de dupe parce que j'ai quand même l'impression, je me fais l'écho des témoignages, que la Chine, même si ça avait diminué un peu ces dernières années, est quand même perçue comme abusant des transferts de technologie et s'appropriant les technos. Et on a quand même des exemples récurrents, même récents sur les vaccins, mais on parlait d'eux hier des réacteurs d'avions furtifs chinois pour lequel la Russie ne voulait plus fournir des jets pour éviter que les réacteurs soient rétrofités, enfin rétro-ingénieurs, on dirait en anglais. Voilà, donc est-ce qu'on peut couvrir cet aspect transfert de techno et la relation qu'on a avec, évidemment. Je pense qu'il est aujourd'hui très facile de critiquer l'ensemble des transferts de technologie qui ont été faits, de dire que les entreprises n'avaient pas d'autre intérêt que des intérêts financiers et qu'on est allé beaucoup trop loin dans les transferts vis-à-vis de la Chine. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque, dans les années 90 et 2000, où l'économie chinoise était en termes de poids relativement limitée, où la Chine était très en retard sur l'ensemble du spectre technologique, à de très rares exceptions, et où pour de nombreuses entreprises, le marché chinois, le potentiel du marché chinois faisait de la Chine un Eldorado. Et qu'à cette époque-là, les transferts de technologie étaient, je ne vais pas dire justifiés, mais il était tout à fait légitime que les gouvernements et les entreprises étrangères y aillent. Les choses ont changé. La situation n'est aujourd'hui plus la même. Les promesses de la Chine d'ouvrir son marché n'ont pas été tenues. Les marchés publics en Chine, pour la plupart, restent consacrés aux entreprises chinoises. Il y a un manque de concurrence entre les entreprises publiques et les entreprises privées. Jusqu'à très récemment, et c'est dans un secteur extrêmement précis, les entreprises étrangères, ne pouvaient pas avoir 51% d'une entreprise en Chine. Tout s'est fait par JV. Dans des secteurs stratégiques, automobiles et autres. Et donc les entreprises, les promesses chinoises n'ont pas été tenues, et ce qui était un Eldorado l'est de moins en moins, parce que désormais il y a des concurrents nationaux, que la Chine a méthodiquement, et c'est tout à son honneur, construit des géants nationaux, et a un plan depuis des années, mais si vous voulez, c'est pas dès qu'on dit ça, on passe à oui, ils ont des plans secrets, ce sont des plans qui ont toujours été publics, sur lesquels nous avons toujours travaillé, sur lesquels nous avons toujours alerté, qui sont évidemment la volonté de monter en gamme, la volonté d'être moins dépendant des technologies étrangères, la volonté de partir à la conquête des marchés étrangers, et c'est tout à fait légitime et normal pour la Chine de le faire. La seule vraie question qui se pose n'est pas est-ce que c'est normal que la Chine le fasse, c'est normal, nous aurions fait la même chose à la place des dirigeants chinois. Non. La question est de savoir, est-ce que c'est dans notre intérêt aujourd'hui de continuer à faciliter cette montée en gamme chinoise à travers des transferts de technologie? Qu'est-ce que nous faisons quand nous savons que la Chine est le premier pays en termes de captation de technologies étrangères de façon illicite, notamment à travers les espionnages industriels et économiques? Cela fait des décennies que nous le savons. Ce n'est pas une priorité aujourd'hui. Je ne dis pas que ce n'est pas sur l'agenda. Ce n'est pas la priorité aujourd'hui de la DGSI, pour être extrêmement clair. La lutte contre le terrorisme et autres font qu'il y a d'autres priorités. Mais c'est des choses que nous savons depuis des années.
La différence, c'est que désormais, nous voyons les conséquences. Les conséquences, c'est qu'il y a désormais des géants chinois qui sont capables, sur des marchés tiers, en Afrique, en Asie, en Moyen-Orient, mais même en Europe, d'être des concurrents extrêmement sérieux, à travers des subventions publiques, de remporter des marchés, et qui sont dans des secteurs, y compris de pointe, et Huawei en est l'emblème, d'être non seulement concurrentiels, mais de représenter même une menace parfois pour l'écosystème des entreprises. Et donc en fait, c'est cette question-là qu'il faut poser. La Chine souhaite dépendre de moins en moins des technologies étrangères. La Chine souhaite imposer ses normes et ses standards sur la scène internationale, des normes et des standards qui ont été pendant des décennies imposés par les Américains et les Européens notamment. La Chine veut le faire, la Chine l'a toujours dit, et la Chine fera tout pour le faire. La vraie question qui se pose, c'est pas de se plaindre en permanence de ce que fait la Chine, et pour faire des conférences extrêmement régulièrement avec des universitaires, des experts partout en Europe, aux États-Unis ou autres, on a toujours ce discours du « ah mais les méchants chinois », etc. Mais je veux dire, c'est pas étonnant que les Chinois essayent de faire ça, que les autorités chinoises essayent de le faire, en plus avec des outils qui se permettent d'utiliser que des démocraties ne s'autoriseraient pas. La vraie question qui se pose, c'est quelle est notre réponse? Quelle est la réponse en France? Quelle est la réponse avec nos partenaires européens? Quelle est la réponse avec nos partenaires à l'étranger, l'Australie, le Japon, le Canada et les États-Unis, qui sont pays parmi d'autres pays, c'est pas le seul pays. Et c'est cette question qui n'est pas suffisamment posée aujourd'hui, mais que le vol de technologies étrangères continue de se poser. Et évidemment, que vous avez aujourd'hui un nombre d'associations franco-chinoises professionnelles dont l'objectif est d'attirer des talents français, mais plus largement européens, en Chine. Évidemment, cela est connu, cela est documenté, mais pour l'instant, ce n'est pas une priorité. La grande question qui se pose, c'est que si un jour ça devient une priorité, est-ce que ce ne sera pas déjà trop tard? Alors, deux autres questions. Donc, Philippe demandait est-ce qu'on replace un petit peu dans le contexte la Corée, notamment la Corée du Nord, parce que c'est une de vos spécialités notamment, et que on voit si dans le contexte de l'Europe ou de notre discussion, est-ce que c'est pertinent? Alors, sur la question de la Corée du Nord, une question que je suis depuis de nombreuses années, j'avais thèse de doctorat d'ailleurs sur la politique coréenne de la Chine, donc la politique étrangère de la Chine, avec le cas d'application sur la Corée du Sud, Corée du Nord. J'ai longtemps vécu en Corée du Sud, je vais régulièrement en Corée du Nord. C'est une question qui aujourd'hui, très honnêtement, n'est plus sur l'agenda politique. Je ne veux pas dire qu'elle n'est pas sur l'agenda des gouvernements, mais n'est plus sur l'agenda médiatique et politique parce qu'il n'y a pas d'essai nucléaire, parce qu'il n'y a pas eu d'essai à longue portée de systèmes balistiques récemment, même s'il y a des essais à courte portée, et que du point de vue purement politique et du point de vue de Donald Trump, la situation actuelle du statu quo lui est avantageuse, puisqu'il peut toujours dire que la situation est meilleure que celle dont il avait hérité, et que la Corée du Nord n'a pas mené d'essais nucléaires, etc. Mais le programme nucléaire et balistique nord-coréen, évidemment, se poursuit, et les capacités nord-coréennes n'ont jamais été aussi importantes. Aujourd'hui, elles le sont beaucoup plus que lorsque Donald Trump est arrivé au pouvoir. Alors, dans l'équation États-Unis-Chine, la Chine a jonglé entre des positions qui parfois allaient non pas dans le sens des États-Unis, mais qui visaient à satisfaire les États-Unis, notamment entre guillemets en acceptant évidemment des sanctions internationales, puisque la Chine pouvait difficilement faire autrement. On ne peut pas se revendiquer comme une puissance responsable attachée à la non-prolifération nucléaire et balistique et ne pas voter de sanctions, tout en évidemment faisant en sorte d'édulcorer ces sanctions au maximum, et en les appliquant de façon laxiste. Là-dessus, c'est extrêmement documenté. Et voilà, c'est pas une opinion, c'est des faits. La Chine ne met pas en œuvre les sanctions de façon extrêmement stricte. Ces derniers temps, la Chine a fait un tout petit peu évoluer sa position sur la Corée du Nord en appelant à la levée des sanctions, en considérant que la politique américaine était contre-productive et que les Américains étaient en grande partie responsables de l'impasse. Pour avoir participé à de nombreuses discussions, y compris à très haut niveau, avec les Nord-Coréens, avec des dirigeants étrangers et des négociateurs étrangers, c'est très clair, l'impasse, elle n'est pas causée uniquement par les États-Unis, même si, en partie, les Américains ont du mal à faire des concessions.
elle est aussi causée par le fait que la Corée du Nord, pour l'instant, n'a jamais pris la décision stratégique de commencer un processus de dénucléarisation. Elle n'a pas pris cette décision. Et que la mise en scène de l'explosion de tunnels d'entrée d'un site d'essai nucléaire et autres, ça c'est entre guillemets de la communication, ça ne signifie en rien une prise de décision stratégique du nous sommes prêts à démanteler une partie de notre arsenal. Est-ce que la Corée du Nord va être dans les semaines et les mois qui viennent un nouveau sujet au cœur des relations États-Unis-Chine? À très court terme, je ne pense pas. Plus on se rapproche à l'élection, plus c'est probable, pour une raison simple. La Corée du Nord, si elle considère que Trump a de très faibles chances d'être réélu, doit préparer la suite. Doit préparer une administration Biden qui lui sera beaucoup plus hostile et qui ne sera pas dans les effets de communication comme Trump a pu l'être. Et donc, il est tout à fait envisageable et probable que la Corée du Nord, à partir de la fin de l'été ou au mois de septembre, si Trump décroche considérablement dans les sondages et qu'à partir de ce moment-là, l'élection de Biden fait très peu de doute, que la Corée du Nord, ou en tout cas juste après l'élection, au pire, c'est-à-dire avant l'investiture de janvier, l'entrée en fonction du prochain président en janvier 2021, de reprendre des essais pour être en position de force pour de futures négociations. Et ça va dépendre de la décision nord-coréenne, de leur anticipation du résultat de l'élection présidentielle. Si Trump est réélu, a priori, ils peuvent poursuivre entre guillemets, sur leur stratégie actuelle. Si Biden est élu, ils peuvent avoir un fort intérêt de relancer la crise pour être en position de force de négociation et aussi d'obtenir de Biden un accord. Ok, je précise pour ceux qui avaient peut-être oublié qu'en 2016, Trump avait 12 points de retard dans les sondages dans les dernières semaines. Voilà, on connaît le résultat. Donc c'est juste pour mettre les choses aussi un petit peu en perspective avec l'audience que voilà, les sondages sont une chose, mais les résultats en sont une autre. Alors, on essaiera de couvrir aussi la Chine-Afrique, peut-être sur la dernière partie, notamment les routes de la soie. On peut peut-être le faire maintenant, mais je propose peut-être qu'on finisse de couvrir, je dirais, les aspects liés à on a déjà un petit peu discuté. Est-ce qu'on pourrait évoquer Hong Kong, pas tant sur la loi sur la sécurité nationale, qui est importante de couvrir évidemment, donc ça sur un propos liminaire, mais surtout la place de Hong Kong financièrement, économiquement, parce que, et si ça peut avoir un impact sur l'Europe aussi, en termes de captation de capitaux. Alors, on a beaucoup parlé ces derniers temps du fait que des entreprises chinoises cotées aux États-Unis partiraient des marchés financiers américains pour être de nouveau cotées ou cotées désormais à Hong Kong. Elles partent déjà. Ouais. Elles partent, c'est ça. Cotées à Hong Kong. C'est possible, mais tout dépendra en fait de comment Hong Kong est perçu aussi par les Américains et les Européens. Si Hong Kong n'est plus perçu comme une base, comme un marché financier vraiment différent de Shenzhen et Shanghai, Hong Kong perdra de son atout. Ce qui est très clair, c'est que au-delà de ce déplacement possible de capitaux, notamment de valorisation, il y a une stratégie chinoise depuis plusieurs années, avant même les manifestations de l'été dernier, qui vise, entre guillemets, à diluer Hong Kong dans une région plus large. Extrêmement clair. Tout à fait. L'objectif, c'est de faire de Hong Kong une zone comme une autre, dans une région plus large qui sera ce fameux delta de la rivière des Perles. C'est grosso modo la région dans le Guangdong qui va de Canton à Shenzhen, de Dongguan à Macao, en passant par on le voit à travers la construction d'infrastructures, c'est physique, et on le voit surtout à travers une politique économique qui vise à faire de Hong Kong une place parmi d'autres. Les autorités chinoises ayant parfaitement conscience que le statut de Hong Kong disparaîtra, qu'ils prennent le risque avec cette loi sur la sécurité, en ayant pesé les risques, de faire perdre de fait du point de vue étranger progressivement cette image de Hong Kong comme étant différente de fait de la Chine, même si personne ne remet en cause la souveraineté chinoise sur Hong Kong, et ils prennent ce risque. Et ce risque, il est accepté, et ça fait longtemps qu'ils en ont conscience. Est-ce que on va avoir des conséquences économiques importantes sur Hong Kong? Je pense qu'on a déjà des signes. Les signes, c'est que les organes de presse
sont en train de quitter Hong Kong. Alors, il y aura des correspondants toujours à Hong Kong, c'est pas la question. Mais ceux qui avaient des bureaux importants, notamment les quartiers généraux régionaux et autres à Hong Kong, sont en train de se relocaliser. Que de nombreux journalistes qui avaient des visas pour Hong Kong sont en train de les perdre, y compris les journalistes du New York Times, par exemple, qui ont été forcés de quitter le territoire chinois suite à des sanctions chinoises, qui ont pu avoir des visas à Hong Kong et qui désormais ne peuvent plus avoir de visa à Hong Kong, qui sont en train de partir. Alors c'est à Séoul, à Taipei, etc. Le New York Times a déplacé ses bureaux Asie Digital, entre guillemets, le pôle digital pour New York Times Asie. On vient d'être déplacé à Séoul. Et là-dessus, il faut être honnête sur le fait que pour des expatriés, pour des gens travaillant dans la finance et autres, si la situation se dégrade, il peut y avoir un intérêt d'aller à Singapour, qui n'est pas une démocratie non plus, mais où au moins les choses sont plus stables et où il y a moins de risques pour des étrangers, que d'aller à Hong Kong aujourd'hui. Et là-dessus, je pense qu'il est encore trop tôt. Il va falloir voir de toute façon si les sanctions américaines, notamment le fait de faire perdre à Hong Kong son statut spécifique vis-à-vis de la Chine, ont des conséquences importantes. Du point de vue européen, il faut être très clair, les sanctions, si elles sont adoptées dans les semaines qui viennent, ne porteront pas sur les questions vraiment économiques. Alors la seule chose en lien, ce sera l'exportation de biens à double usage, notamment pour les autorités policières et les forces de l'ordre, notamment des Français exportés, des systèmes de maintien de l'ordre et autres. Mais si vous voulez, il n'y aura pas des sanctions économiques sur la place financière de Hong Kong du point de vue européen. Il y aura sur l'extradition, il y aura sûrement des bourses pour des étudiants et autres, mais on s'arrêtera là. La question, c'est est-ce que les Américains vont aller plus loin ? Est-ce que les Américains vont essayer de neutraliser, entre guillemets, le statut de Hong Kong, parce qu'ils sont bien conscients que c'est un immense avantage pour la Chine, et ça, il va falloir attendre de le voir. Mais s'il y a des mesures qui sont prises, oui, là, dans ce cas-là, il y aura des impacts importants. Très bien. On n'a pas parlé de Hainan, mais peut-être on en parlera plus tard. On discutait hier notamment des maillons faibles en Europe, puisqu'on va revenir quand même sur l'Europe, et notamment de quelques nations dans l'Union européenne ou pas, notamment je pense notamment à la Serbie, ou d'autres démocraties un petit peu qui se sont droitisées récemment, qui apportent un petit peu de l'eau au moulin des Chinois ou du gouvernement chinois pour pénétrer ou affaiblir l'Union européenne. On peut en parler un petit peu parce que c'est pas très couvert. Alors, le côté de la Serbie est très spécifique, il a été pas mal médiatisé ces derniers temps. Je pense qu'il faut le relativiser, il faut bien mettre en contexte, la Serbie et la Chine ont des relations anciennes, avec un traumatisme en 99, qui est le bombardement de l'ambassade chinoise par les forces de Belgrade. Belgrade, et que depuis plus de 20 ans, il y a des relations étroites, politiques, économiques, que la Serbie a une communication très différente, que ce soit du président ou de la première ministre, et que certains en Serbie, notamment le président et son parti, jouent beaucoup sur les deux tableaux, qui sont mettre la Chine en scène pour obtenir plus de soutien européen. D'autres pays l'ont fait avant, les Hongrois l'ont fait à un moment, c'est-à-dire jouer la carte de la Chine pour réveiller les Européens et pour maximiser le soutien européen. Il faut bien voir qu'en Serbie, on a beaucoup parlé de la Chine et des dons de masques et autres à la Serbie. L'Union européenne a beaucoup plus aidé la Serbie que la Chine ne l'a fait. Et donc je pense qu'il faut vraiment aller au-delà de l'aspect com et du jeu politique. Ce qui est clair, c'est qu'en Europe, la Chine, depuis des années, a cherché à accroître évidemment son influence politique, que ce soit dans les États membres ou à Bruxelles. Les autorités chinoises à Bruxelles ont été extrêmement actives, que ce soit les autorités officielles, mais aussi les services de renseignement, depuis des années. Ah oui. Que la stratégie de la Chine, c'est évidemment, mais comme d'autres pays, les États-Unis feraient pareil sur des dossiers qui les intéressent, d'éviter un consensus européen sur des questions, en essayant d'isoler certains pays, parfois la Grèce, parfois la Hongrie, la Malte, et qu'ils ont parfaitement conscience que c'est la faiblesse de l'Union européenne que le consensus
soit nécessaire. Ils le font depuis des années, que sur l'ensemble des sujets qui sont sensibles pour eux, les questions de mer de Chine méridionale, les questions des droits de l'homme, etc. Il y a tout de même un réveil européen. On l'a vu sur le mécanisme de surveillance des investissements étrangers en Europe, alors qu'il n'est pas un mécanisme obligatoire qui en soi ne donne pas des pouvoirs à l'Union européenne et à la Commission pour interdire des investissements, mais qui au moins permet à de nombreux pays désormais d'avoir des mécanismes de surveillance, ce qui n'était pas le cas pour quasiment la moitié de l'Union européenne, et surtout de faire prendre conscience de l'impact de certains investissements chinois, pas de l'ensemble, mais de certains investissements chinois. Et tout cela est parti notamment d'une évolution de la politique allemande à partir de 2016, suite au rachat de l'entreprise de robotique KUKA par Midea, le chinois Midea. Où là, c'est vraiment à ce moment-là, on a une prise de conscience en Allemagne du fait que les investissements chinois pouvaient être entre guillemets hostiles, dans le sens où ils permettaient de capter des technologies, notamment dans des secteurs extrêmement sensibles, parce qu'il ne faut pas oublier que KUKA était un sous-traitant d'industrie de défense. Et c'est pour ça, par exemple, que les Américains ont bloqué le rachat de KUKA États-Unis par Midea. Et donc, en fait, KUKA États-Unis a dû se séparer de la maison mère KUKA. Donc, cette question, elle est ancienne, elle avance progressivement. Elle est aidée par le fait que certains pays qui auparavant freinaient ne freinent plus. Je ne dis pas qu'ils sont moteurs, mais ne freinent plus. C'est par exemple le cas de l'Allemagne. Alors on l'a vu sur les investissements, mais sur d'autres sujets, on voit que la position de l'Allemagne est en train d'évoluer, y compris sur les questions économiques. Alors même que l'image de l'Allemagne a toujours été du pays qui bloquerait tout parce que puissance commerciale, parce que intérêt économique. On voit la classe politique allemande se réveiller. Les députés, notamment allemands, sont extrêmement actifs. L'ensemble des partis politiques allemands ont pris des positions sur la Chine, du PPE au SPD, en passant par les libéraux, les Verts, etc. Et que ce sont des positions qui, je pense, il y a 5 ans, étaient inimaginables. Et donc, on a une évolution dans de nombreux pays européens. On l'a en Suède, si vous voulez. Alors, pas rentrer dans les détails, mais voilà, il y a eu des relations bilatérales compliquées entre la Suède et la Chine. Un ambassadeur chinois en Suède était extrêmement maladroit et agressif. Je me souviens. En conséquence, vous avez aujourd'hui en Suède la multiplication de centres de recherche sur la Chine. Vous avez aujourd'hui beaucoup plus de chercheurs sur la Chine en Suède qu'en France, sur les questions politiques, économiques, et qui sont financés en partie par le monde des entreprises, mais aussi par le gouvernement. C'est la même chose en République tchèque, etc. Donc vous avez une prise de conscience, et pour la Chine, ça reste de plus en plus compliqué aujourd'hui de neutraliser certains pays. Et le point de vue chinois, pour vous donner juste par exemple un article extrêmement intéressant d'un proche de Xi Jinping qui avait été écrit il y a déjà quelques années, ça date au moins de 2013-2014, qui a essayé un peu de théoriser la stratégie chinoise vis-à-vis de l'Europe. Il dit, voilà, en Europe, il y a 3 types de pays. Il y a les pays du Sud et d'autres qui seront dépendants des investissements chinois, dépendants de la relation économique avec la Chine, et qu'on peut grosso modo utiliser pour bloquer des réseaux. Il y a ensuite le E3, à l'époque Royaume-Uni, Allemagne et la France, qui vont nous critiquer sur de nombreux sujets, mais il faut juste s'assurer qu'ils ne bloquent pas. Et puis il y a les pays de l'Est. Là déjà à l'époque il y avait une inquiétude en disant ils sont proches des États-Unis pour diverses raisons, et donc il faut éviter vraiment qu'ils bloquent des résolutions puisque les Américains vont essayer de les influencer. Et après pendant plusieurs années, tout ça c'est un peu tombé à l'eau. Et puis je pense qu'ils se sont réveillés ces derniers mois, notamment depuis fin 2018 quand la Pologne a été la première à ouvrir une enquête sur Huawei. En revenant à l'idée de base qui est de dire oui, la relation entre l'Europe, certains pays européens et les États-Unis est aussi structurante dans la relation de l'Europe avec la Chine. Et que le facteur américain ne peut pas être isolé de la relation européenne. Alors ça ne veut pas dire pro-atlantiste ni rien, ça veut dire que de fait, les Américains ont une influence sur ce qui se passe en Europe et aux États-Unis. C'est juste un dernier exemple, on le voit en Grèce, l'ambassadeur américain en Grèce, qui est pourtant un démocrate, qui était l'ancien ambassadeur en Ukraine, est extrêmement actif pour limiter l'influence de la Chine dans la ville, enfin dans le pays, pour faire échouer certains investissements chinois, notamment sur le port de Thessalonique, où les Français étaient dans un consortium avec les Chinois, et donc les Américains sont un facteur et un acteur qui ne peut pas aujourd'hui dissocier de la relation sino-européenne.
compris. Une des personnes dans le groupe s'inquiétait du fait qu'il y avait une perception que les hommes politiques français étaient quand même moins virulents ou moins conscients de la Chine, en tout cas sur l'affichage. Est-ce que c'est toujours le cas? Parce qu'on a parlé du réveil de l'Allemagne, etc. Mais au niveau de la France, il n'y a pas consensus en fait. Alors, en tout moi, cas, c'est peut-être un consensus mou. très régulièrement, et encore une fois, la question n'est pas d'être virulent ou d'être anti-chinois ou d'être un député ou un homme politique ou une femme politique qui soit le fer de lance de la critique de la Chine. C'est pas la question. La question est de savoir est-ce que les hommes politiques sont sensibilisés à cette question, premièrement. Et est-ce qu'ils sont sensibilisés pas uniquement par l'ambassade de Chine en France, qui fait extrêmement bien son travail, et entre guillemets on ne peut pas leur reprocher, c'est leur boulot d'influencer les politiques français. Est-ce que donc les hommes politiques et les femmes politiques françaises sont suffisamment sensibilisés? Est-ce qu'ils le sont? Non. Faut être clair, non. Le niveau, faut être très clair, le niveau des rapports parlementaires, les quelques rapports sur la Chine ne sont pas forcément toujours très bons. Alors il y en a parfois de très bons, hein, et ça permet de rappeler que certains rapports parlementaires sont excellents, même s'ils sont malheureusement très peu lus et qu'on n'en tire pas forcément les conséquences. Mais en général, si vous voulez, les débats sont quand même pas forcément de très haut niveau. Que vous avez des situations extrêmement cocasses, vous donnez juste, c'est pas un secret, hein, une expérience personnelle. J'étais en décembre auditionné par la commission de la défense et des forces armées. Donc pendant 1 heure, on parle de Chine, tous les intérêts pour la France, de plein de choses. Puis à la fin, j'ai un député qui vient me voir en me disant est-ce que vous auriez le numéro de téléphone du PDG d'Alibaba? Parce que j'aimerais bien qu'il construise un entrepôt dans ma circonscription. Et c'était assez symptomatique de ce que beaucoup d'hommes politiques et femmes politiques pensent de la Chine. C'est-à-dire que parler de la Chine ne vous fait pas gagner des voix et n'a pas d'intérêt politique pour votre carrière. Par contre, critiquer la Chine ou parler de la Chine de cette façon risque de vous attirer des ennuis. Parce que l'ambassade va vous faire des remontrances. Parce que vous risquez d'être critiqué par d'autres, qu'on risque de vous dire qu'à cause de ça, il n'y aura pas d'investissement. Encore une fois, il faut relativiser les investissements chinois. Je veux dire, si on les compare aux investissements suisses, allemands et américains, c'est rien. Il faut quand même remettre en contexte. Et donc, vous avez une classe politique française qui, pendant très longtemps, ne s'est pas beaucoup prononcée, en général, sur les questions internationales, il faut aussi être clair. La Russie a été l'une des rares exceptions lors de la dernière élection. Mais la Chine ne fait pas l'objet, c'est ce que je dis souvent, d'un débat politique. La Chine n'est pas un objet politique dans la classe politique. Et ça, c'est un vrai problème, et c'est évidemment à l'avantage de l'ambassade de Chine et des diplomats chinois qui ne veulent pas que la Chine devienne l'objet d'un débat. Puisque si on commence à parler de Hong Kong, de la 5G, des Ouïghours, etc., évidemment que la position de la classe politique sera moins favorable à la Chine. Avec un autre point qui est aussi important, mais qui est là en source ouverte, il y a des gens qui travaillent dessus, le fait que vous avez quand même beaucoup d'anciens hommes politiques, et pour être très clair, je ne cible pas, en disant ça, Jean-Pierre Raffarin, qui étant extrêmement médiatisé, entre guillemets, à des marges de manœuvre qui sont limitées. C'est clair, c'est quand même quelqu'un qui est surveillé, donc en faire le porte-étendard de celui qui trahirait la France, je pense que c'est vraiment exagéré. Et vous avez énormément d'hommes politiques, pour ne pas les citer, qui, après avoir été président du groupe d'amitié à l'Assemblée nationale, avoir été élu dans le 13e arrondissement, et notamment... on va peut-être l'auditionner. Voilà, sont désormais à des postes dans des entreprises chinoises ou de conseils vis-à-vis de la Chine. Et ça pose des vraies questions. Et encore une fois, je veux dire, que la Chine essaye d'influencer le débat politique, c'est légitime. Mais le but, c'est qu'il y ait un débat politique, qu'il y ait des vues qui soient discordantes, et que, sur un point moi, qui me touche fortement, qu'il y ait parfois des réactions. On m'a qualifié ces derniers temps de quelqu'un anti-chinois pour une raison extrêmement simple, parce que j'avais demandé à des hommes politiques en général, et des femmes politiques, au personnel politique, de s'émouvoir et de quand même réagir au fait que l'ambassade de Chine, dans au moins une vingtaine de communiqués depuis le début de l'année, insulte la presse française dans son ensemble, non pas un article qui leur a déplu, non pas un journaliste qui leur a déplu, l'ensemble de la presse française, en disant qu'ils font preuve de mensonges, de racisme anti-chinois, de sinophobie, qu'ils ne sont pas indépendants, qu'ils ne font que reprendre les éléments de langage américains, qu'ils font de la désinformation, et encore une fois, c'est une généralisation sur l'ensemble de la presse française, et qu'il n'y ait personne de la classe politique
qui ait réagi en non pas insultant la Chine, à la question, mais en demandant un minimum de respect et en disant à un ambassadeur à Paris que cela ne fait pas et que cela n'est pas acceptable et que la représentation nationale, que la classe politique ne peut pas l'accepter. Vous auriez eu ça d'un ambassadeur russe, d'un ambassadeur turc, d'un ambassadeur saoudien, d'un ambassadeur américain. Ça aurait été un scandale. L'ambassadeur de Chine le fait de façon répétée. Il est convoqué par le ministère des Affaires étrangères, il continue et la classe politique ne réagit pas. Je n'attends pas une réaction du Quai d'Orsay. Le Quai d'Orsay n'a pas à réagir au communiqué d'un ambassadeur et à l'ensemble de ses communiqués. Le Quai d'Orsay ne va pas convoquer l'ambassadeur à chacune de ses sorties. C'est à la classe politique qui a des marges de manœuvre, que ce soit les élus à l'Assemblée nationale, au Sénat ou les autres, de dire à un moment, ça suffit. Vous ne pouvez pas, pour l'importance de la relation bilatérale franco-chinoise, insulter en permanence la presse française, qui est libre, contrairement à la presse chinoise, qui peut parfois faire des erreurs dans sa couverture sur la Chine, comme sur tous les sujets, j'ai envie de dire, mais on ne peut pas faire passer la presse française pour une presse qui serait inféodée aux États-Unis, qui serait dans le mensonge et dont l'unique objectif serait de détruire l'image de la Chine, alors que l'ambassade de Chine, elle, serait évidemment parfaitement objective et que les éléments de langage qu'elle essaye de faire imposer seraient les seuls éléments de langage à utiliser. Et ça, c'est vraiment extrêmement important pour moi que la classe politique, à un moment, dise stop, ce n'est pas acceptable. En tout cas, dans le cadre du groupe qui nous anime, donc Osons le progrès, c'est un sujet que je pense peut être quand même assez central du changement des pratiques politiques. Donc ça, on sort du cadre de la Chine, mais la façon dont, entre guillemets, les élites ou les représentants nos représentants se comportent vis-à-vis de n'importe quel gouvernement étranger, c'est un sujet à débat qui mérite, dans le cadre de Osons le progrès, en tout cas, une discussion, parce qu'on voit un exemple de la faiblesse que vous venez de mentionner, de nos représentants vis-à-vis de ce sujet. Une anecdote sur ce point. Il faut reprendre une vieille citation de Lénine qui est la métaphore de la baïonnette. Et c'est quelque chose qu'en Chine, entre guillemets, qui est parfaitement intégré. Quand vous enfoncez la baïonnette dans quelqu'un, s'il n'y a pas de résistance, vous l'enfoncez jusqu'au bout. S'il y a une résistance, vous arrêtez de l'enfoncer, vous faites autre chose. Les autorités chinoises comprennent le rapport de force. C'est-à-dire que croire que parce qu'on ne dit rien, on va préserver les relations bilatérales, alors que l'objectif c'est uniquement de répondre à des insultes qui sont faites, c'est faire prendre conscience aux autorités chinoises que la classe politique française est neutralisée et que la classe politique française ne fera rien. Et le message envoyé à la Chine, je pense, est parfaitement contre-productif, y compris du point de vue des administrations qui, elles, évoluent sur la question de la Chine. Et ça, il faut prendre conscience que, évidemment, quand vous allez demander à la Chine de vous faire respecter et de respecter la presse française, la Chine va répondre que vous avez mal interprété, que dire ça, ce n'est pas bien, etc. Ce n'est pas grave. Mais in fine, vous serez respecté. Et pour travailler avec des diplomates nord-coréens, des diplomates chinois, pour y aller extrêmement régulièrement, je peux vous assurer que je n'ai pas forcément la langue dans ma poche et que je suis parfois cash et parfois extrêmement cash, et que ça ne m'empêche pas d'avoir de bonnes relations avec eux, de continuer à être invité, de continuer à discuter avec eux, puisque in fine, ceux qui seront le plus respectés, ce n'est pas ceux qui vont se coucher et faire croire que tout va bien et qu'il ne faut surtout rien dire, c'est ceux qui à un moment diront « là vous allez trop loin, il y a des sujets sur lesquels on doit coopérer, on coopérera, nos intérêts font qu'on a toutes les raisons de coopérer et on le fera, mais sur d'autres sujets, on ne peut pas accepter d'être traité de cette façon, d'être insulté, etc. » Et ça, c'est extrêmement important. Très bien. On progresse. Voilà, j'ai un peu d'écho, je suis désolé. Comme on progresse un petit peu dans cette réunion, et je pense qu'il faut essayer de couvrir certains des sujets. Donc, on a parlé du politique en France, en Europe, de certaines nations qui sont utilisées un petit peu comme qui sont des sujets de tension entre Chine, États-Unis, Union européenne, etc. Est-ce qu'on peut parler des nouvelles routes de la soie et notamment de l'influence chinoise en Afrique, puisque bon, c'est un sujet quand même déjà qui est un peu à la mode, qui a son intérêt parce que il y a un sujet de la dette
et que dans le contexte de la crise aussi, c'est un article que je vous ai envoyé aujourd'hui, mais pas que, on s'aperçoit quand même que les Chinois manquent un peu de moyens pour déployer leur politique des nouvelles routes de la soie. Peut-être resituer un peu ce que c'est et parler et dire dans quoi ça s'applique aussi à l'Europe, puisque ça couvre aussi l'Europe et pas que l'Afrique. Et on Alors, conclura. la question de la route de la soie, elle est ancienne. Elle émerge en 2013 lorsque Xi Jinping prononce deux discours, un au Kazakhstan et un en Indonésie, c'est à l'automne 2013, où il annonce le lancement de deux routes de la soie, une route de la soie maritime et une route de la soie de fait, une nouvelle route de la soie, qui est une route de la soie terrestre. Ça vient d'une réflexion un tout petit peu plus ancienne, et c'est extrêmement important de faire le contexte, qui est ce rééquilibrage américain vers l'Asie, sous Obama, et sur le fait qu'à partir de 2012 émerge auprès des dirigeants très influents, pardon, pas des dirigeants, des chercheurs et des conseillers très influents du parti, l'idée que, je cite, il faut aller vers l'Ouest. Et donc vous aviez toute une théorisation du les Américains, grosso modo, arrivent du Pacifique, ils vont essayer de désorganiser les choses et évidemment de nous bloquer, et il faut nous renforcer nos relations sur le continent initialement eurasiatique. Et qui est une conception tout à fait légitime et intelligente de leur part. Donc en 2013, ces deux routes de la soie sont lancées, et pour être très clair, pendant 18 mois, il ne se passe rien. Les diplomates chinois n'avaient aucune idée de ce que cela signifiait. Et moi je me rappelle, parce que j'étais déjà à Sciences Po à l'époque, un chercheur de la commission pour la réforme et le développement national, qui est voilà, entre guillemets le ministère du plan, si on veut, avait envoyé un chercheur à Sciences Po pendant un an. Et son objectif, c'était de rencontrer tous les Français qui pouvaient, influents ou pas, pour essayer de comprendre ce qu'on attendait de ces routes de la soie. Donc en fait, c'est un processus extrêmement intéressant. Ils ont lancé un concept. Ils sont allés dans le monde entier pour demander ce que les gens attendaient, là où ils avaient des marges de manœuvre, là où ça pouvait marcher ou pas marcher. Et c'est seulement, de mémoire, en mars ou en mai 2015 que le premier papier sur la question a été publié par cette fameuse commission, le ministère du Plan, par le Conseil d'État et par le parti. Et donc en 2015 a été lancé ce projet. Un des thèmes majeurs a été le thème de connectivité. Ça ne veut pas dire grand-chose, mais a conduit la plupart des gens à se concentrer uniquement sur la question des infrastructures physiques. Et c'est vrai que symboliquement, c'était l'idée que vous aviez ce train qui allait de Chine jusqu'à Lyon, que vous aviez ces investissements dans les ports et autres. Mais le concept de route de la soie, en fait, qui est un label plus qu'une stratégie, recouvre tout ce qui vise à renforcer la coopération économique et donc l'interdépendance, parfois symétrique, entre la Chine et des pays, principalement sur le continent eurasiatique et dans le continent africain. Ça passe par la construction d'infrastructures physiques ou non physiques. Vous avez une route de la soie digitale. Ça passe par la déclinaison de la route de la soie dans l'ensemble du spectre. J'ai écrit d'ailleurs un papier à ce sujet pendant le Covid sur la route de la soie sanitaire, qui n'est pas du tout nouvelle, qui existe depuis 2015, qui a été institutionnalisée à l'OMS en 2017. Et donc ce que fait la Chine sur le sujet n'est que la continuation de ce qu'elle avait initié auparavant, avec des objectifs qui sont extrêmement clairs. Par exemple, sur les routes de la soie de la santé, les documents officiels, et il faut les lire, sont extrêmement clairs. L'objectif de la Chine, c'est d'être un acteur majeur, par exemple, dans le domaine pharmaceutique, d'être extrêmement influent dans les organisations internationales, d'imposer son agenda dans les organisations internationales, et cela est écrit, puisque l'avantage de la Chine, c'est que vous avez des plans stratégiques à 5 ans, à 15 ans, et que vous avez des objectifs qui sont extrêmement clairs. Et donc quand les gens disent oui, mais la Chine veut peut-être renforcer son influence, mais c'est écrit noir sur blanc, c'est leur objectif, et c'est encore une fois légitime de leur part d'essayer de le faire. Donc les routes de la soie, c'est un slogan qui englobe en fait aujourd'hui tous les projets de coopération quasiment, sur le plan économique et autres, entre la Chine et ses partenaires, encore une fois sur le continent eurasiatique et sur l'Afrique, avec une erreur de perception qui consisterait à dire ah mais la Chine en fait désormais déverse de l'argent dans le monde entier, donne de l'argent au monde entier. C'est pas le cas, il faut bel et bien comprendre que les montants qui sont souvent mentionnés
sont exagérées. Alors avec le Pakistan, pendant longtemps, on parlait de 280 milliards de dollars et qui ne sont jamais formalisés. Puis après, on parlait de 85. Puis en fait, on reprenait des vieux accords, et puis des nouveaux accords, et puis des promesses, etc. Enfin bon, il faut faire très attention aux chiffres. Ce qui est clair, c'est que la plupart de l'argent qui circule est fait l'objet non pas de dons, mais de prêts. Ce sont des prêts chinois à des pays étrangers, qui ainsi construisent des infrastructures qu'ils ne pourraient pas construire autrement, puisque que ce soit notamment la Banque mondiale, aussi les instances européennes, par exemple, sur le cas du Monténégro, considéraient que ces projets n'étaient pas viables financièrement et donc refusaient de prêter de l'argent, et que la Chine l'a fait. L'a fait notamment en associant régulièrement des entreprises chinoises qui travaillent sur ces projets, notamment des infrastructures, et autrement qui vont utiliser des pays comme interface. Vous avez en ce moment au sein de l'Union européenne, et notamment auprès de la DG Concurrence, une affaire qui a été ouverte et une plainte qui va être déposée, puisque, par exemple, en termes de fibres de verre, la Chine en fait passe par des sociétés écrans, grosso modo de logistique, en Égypte, pour exporter de la fibre de verre en Europe et contourner en fait les régulations. Ça, c'est quelque chose dont l'Europe a conscience et qu'elle n'autorisera pas. Et donc les routes de la soie, c'est avant tout un slogan. Le problème aujourd'hui, c'est que la situation économique en Chine fait que la Chine va avoir beaucoup moins d'argent pour financer des projets à l'étranger, que de nombreuses opinions publiques sur la question des routes de la soie est en train de se retourner, et que depuis 6 mois, très clairement, on en entend beaucoup moins parler. Alors, est-ce que Xi Jinping va remettre cela en avant, puisque c'est vraiment intrinsèquement lié à la direction et au leadership de Xi Jinping? Est-ce qu'il va remettre cela en avant dans un petit moment ou non? Ça, on ne sait pas encore. Faut bien comprendre que les routes de la soie aussi, il y a une dimension très importante sur le plan normatif. J'en parlais tout à l'heure. L'objectif de la Chine, c'est aussi d'être sûr que ce sont ces normes qui soient désormais adoptées, le cas sur la 5G, mais sur d'autres sujets. Et ça, c'est quelque chose qui est souvent non pas peu compris. Ceux qui travaillent sur cette question, évidemment, en ont parfaitement conscience, et les grandes entreprises françaises en ont conscience, mais le grand public ne comprend pas forcément que si la Chine arrive à imposer ou à rendre ces normes, les normes de référence, évidemment, ça donne un avantage à leurs entreprises. De la même façon que des normes européennes donnent un avantage à des entreprises qui seraient européennes ou américaines, il faut être clair. Mais là, on a, encore une fois, sur de la soie, un enjeu qui est extrêmement large et qui vise pour la Chine à accroître l'interdépendance économique, qui est en général asymétrique, et in fine à renforcer son influence politique. Ça, c'est extrêmement clair. Donc sur l'Afrique, est-ce que, compte tenu de ce qu'on a dit, est-ce qu'on est en train de... déjà, il y a l'Éthiopie qui est un sujet, je pense que ça faisait l'objet d'une recherche par une de vos collègues à l'Institut, à la Fondation, qui est un peu une plaque tournante pour la Chine, mais est-ce qu'il y a des changements au niveau des opinions publiques africaines? Alors, encore une fois, on s'éloigne de l'Europe, mais ça reste la France-Afrique remplacée par la Chine-Afrique, pour utiliser des termes un petit peu bateaux. Relativement ce que certains mettent en avant, sans forcément l'étayer avec des arguments et des données chiffrées, sur l'influence de la Chine dans certains pays africains. Sur le cas de l'Éthiopie, et c'était notamment, évidemment, par rapport au Dr Tedros, le DG de l'OMS, oui, la Chine a une influence importante à l'OMS. Oui, le Dr Tedros a été élu grâce à la Chine. Mais faire passer le Dr Tedros par un agent chinois, etc., je pense que c'est, entre guillemets, par un agent chinois, aller trop loin. Les Européens ont aussi une influence. Le problème des Européens et des Américains, je vais être extrêmement clair, c'est que pendant des années, nous avons fermé les yeux et nous ne sommes pas suffisamment coordonnés, ce qui a permis à la Chine, qui utilise de nombreux outils, de prendre par exemple 4 des 15 postes des grandes organisations internationales liées à l'ONU. Donc, ils ont aujourd'hui l'aviation civile, ils ont la FAO et d'autres. Et ça, c'est avant tout, pour être très clair, évidemment que la Chine essaye de le faire et c'est légitime de sa part. Je veux dire, on ne va pas critiquer la Chine pour essayer d'être influente et de placer ses hommes, c'est normal. Et c'est ça. La question, c'est pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? Pourquoi est-ce que quand l'Union européenne présente pour la première fois une candidature unique d'une Française pour la FAO, on n'est pas capable de remporter l'élection et que c'est une surprise générale parce que personne ne s'attendait à ce que le Chinois soit élu? La question, c'est pourquoi est-ce qu'on en arrive à là? Sur l'Afrique, les relations avec l'Afrique, elles ont
se sont considérablement renforcées dans les années 2000. Alors elles sont anciennes, hein, je veux dire, pour vous donner juste un exemple, la première équipe médicale chinoise envoyée à l'étranger en termes de diplomatie sanitaire, c'était en 63 en Algérie. Donc ça date. Donc il y a des relations qui sont anciennes, où la Chine avait un objectif aussi, il ne faut pas l'oublier, parce que pendant des décennies, beaucoup de pays africains avaient des relations avec Taïwan et pas avec la Chine. Il y a eu un activisme chinois pour établir des relations avec ces pays africains et qu'ils cessent leurs relations avec Taïwan. Mais vraiment, les relations économiques explosent dans les années 2000, au moment où la Chine, évidemment, l'économie chinoise explose, commence vraiment à prendre son envol, que la Chine a besoin avant tout de matières premières à l'étranger. Il faut comprendre que la Chine n'est pas du tout dans le même dilemme que les Européens. Les importations de pétrole chinois par la Chine débutent qu'au milieu des années 90. C'est-à-dire que jusqu'au milieu des années 90, la Chine ne se posait pas cette question. Elle avait sur son territoire national suffisamment de capacité de production de pétrole pour ne pas dépendre de l'étranger. Et puis, c'est vraiment dans les années 2000 que cette fameuse l'accession à l'OMC en 2001, la stratégie qu'on appelle le Zhou-Chu-Shu, qui veut dire en fait sortir. Les entreprises chinoises ont été, notamment les entreprises d'État, été invitées à sortir du territoire chinois, ont conduit de grandes entreprises à aller en Chine et notamment à investir dans tout ce qui était les matières premières, notamment dans les années 2000, dans les pays où les Européens ne voulaient pas y aller, au Soudan, au Zimbabwe, et dans des régions qui étaient difficiles en termes sécuritaires, difficiles sur le plan diplomatique ou des droits de l'homme, etc. La Chine a comblé ce vide et surtout allé là où elle pouvait aller en étant un late-comer, entre guillemets, sur le marché. Puis évidemment, les relations se sont développées. La Chine a une stratégie extrêmement claire, hein, d'influencer politiquement à travers la construction d'infrastructures, de palais gouvernementaux, d'hôpitaux, de stades, etc. Il y a un retour de bâton là en Afrique quand même. Il y a un retour de bâton. Le retour de bâton, on en parle depuis très longtemps. C'est pour ça que c'est toujours compliqué. Pour l'instant, il ne se traduit pas encore. Il peut se traduire dans l'opinion publique. Les opinions publiques, entre guillemets, ça va, ça vient, si je peux dire. Donc, ça ne se traduit pas encore par une remise en cause de la relation avec la Chine et par la volonté de ces pays africains de réduire leur dépendance à la Chine, etc. Il faut comprendre que pour ces pays qui exportent, pour certains d'entre eux, avant tout de la matière première, il n'y a pas forcément de substitut pour la Chine, pas forcément d'autres partenaires qui pourraient remplacer la Chine, et donc c'est pour eux extrêmement délicat de chercher à réduire leur dépendance, notamment dans les exploitations. Deuxièmement, la Chine a fait un travail extrêmement intelligent depuis des années en termes de nouvelles technologies. Ils n'ont pas fini encore ? La Chine. Ouais, j'ai un peu raté j'ai l'impression qu'il y a eu une coupure. Pardon. Elle a fait des efforts en nouvelles technologies, ensuite j'ai raté. Il y a eu des grands efforts sur notamment la question des nouvelles technologies, notamment la communication et autres, où la Chine propose des solutions. Sur ce qui est par exemple aussi les caméras de surveillance et autres, d'où ce qui pose une question aussi, puisque c'est l'éternel débat, est-ce que la Chine exporte son modèle ? Le modèle de la Chine, il n'est pas exportable. Vous ne pouvez pas exporter un modèle où vous avez un parti communiste avec 90 millions de membres, qui a une histoire très spécifique, tirée d'une guerre civile, et c'est pas exportable en l'état. Ce qui est exportable par contre, c'est des politiques autoritaires, et c'est des moyens de mettre en œuvre des politiques autoritaires. Et ça, c'est une inquiétude, notamment vis-à-vis de pays au Moyen-Orient, en Asie du Sud-Est et en Afrique. Mais dire aujourd'hui qu'il y a un renversement en Chine vis-à-vis de la Chine, je pense que ce n'est pas le cas. Mais ce qui pose une question claire, c'est qu'est-ce que va faire l'Europe et les États-Unis en Afrique, comment est-ce qu'on fait pour renforcer notre coopération. Et je vous signalerai que dès le début du mois de mars, dans l'une des premières interventions de Jean-Yves Le Drian, l'Afrique était au cœur des préoccupations françaises pour ce qui était d'aider les autres pays, et notamment l'idée qu'il fallait évidemment aider l'Afrique.